Bonjour, chère Louisa. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de fermer les yeux un instant, sans vous endormir puisqu'on commence la journée, et de penser en fait à votre retraite. Donc, peut-être votre chalet en Estrie, dans les Laurentides, votre deuxième clinique, Pied-Plat, qui devrait ouvrir bientôt. Également, tous vos projets avec votre fille, les voyages. Maintenant, c'est l'heure de se réveiller et de confirmer si aujourd'hui vous êtes prêt pour la réalité et donc prêt à accomplir vos projets de retraite. Donc, nous sommes CMT Conseil, proposé de Maxime Gagnon, Thomas Lamette et moi-même, Catherine Bédard. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous aider à planifier votre futur. Donc, tout d'abord, le mandat était assez clair que vous avez confié en nous choisissant comme planificateur financier. Donc, nous sommes là vraiment pour réorganiser votre situation financière, autant personnelle que d'entreprise. On a identifié quelques enjeux clés. Donc, tout d'abord, vraiment les risques d'être entrepreneur, d'avoir vos entreprises en différentes cliniques. Tout ça, ça apporte certains risques. Également, les gros investissements qui sont à venir, donc d'un point de vue chalet et deuxième clinique. Également, l'enfant en charge, donc Anna, vous êtes seule, monoparentale, ça va être à considérer. Donc, nos objectifs pour aujourd'hui, c'est vraiment de transférer le risque par rapport à tous ces gros investissements puis l'aspect d'être entrepreneur. Également, de planifier la stratégie d'expansion, donc l'achat de la deuxième clinique, l'achat du chalet, voir qu'est-ce qu'on en fait. Puis finalement, supporter les projets d'Anna, donc c'était très clair, vous vouliez la voir croître de votre vivant. Donc aujourd'hui, on va aborder tout d'abord votre bilan, faire le point avec vous, quelle est votre situation, vous proposer notre stratégie, la solution, comment est-ce qu'elle se concrétise finalement, c'est quoi les prochaines étapes, puis quels sont les impacts de nos solutions sur votre vie. Donc tout d'abord, pour le bilan, donc vous avez 48 ans, âge de la retraite prévu à 60 ans, puis l'espérance de vie qui était demandée, donc 95 ans. Qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est que nous, il faut qu'on pense à un plan de retraite qui va être bon pour environ 35 ans. Donc vraiment, c'est un grand futur, c'est à considérer pour être sûr de ne pas manquer de liquidité à la retraite. Maintenant, d'un point de vue aussi emploi, quelle est votre situation? Donc c'est entrepreneur monoparental. Anna, c'est une enfant à charge de 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est qu'en étant entrepreneur, vous êtes la seule source de revenus familial. Donc vraiment, la famille, Anna et vous, dépendez de votre revenu. Donc ça pose un risque parce que si vous deveniez invalide, on verra plus tard, qu'est-ce qui arrive à Pied-Plat, qu'est-ce qui arrive à Anna. Donc c'est tous des enjeux à voir. Également, dépendance d'entreprise, il y a quelques employés, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut prendre la relève de Pied-Plat dans le cas où vous n'étiez plus là? Pour Anna, donc elle a mentionné le désir de faire des études postsecondaires, c'est très bien. Est-ce qu'on a les liquidités? Avez-vous l'argent pour supporter ses besoins d'études, d'apprentissage? Puis également, elle ne désire pas reprendre l'entreprise, donc qu'est-ce qui advient demain matin ou dans 10 ans à Pied-Plat? Donc, au niveau de la protection, vous avez déjà une assurance T20, donc temporaire 20 ans de 400 000. On verra plus tard, la couverture prend fin à 58 ans. Donc, encore là, il y a un délai entre l'âge de la fin de la couverture et l'âge de la retraite. Qu'est-ce qui arrive à cette année-là si jamais il y a un décès? Ça pourrait être assez problématique. Au niveau de l'assurance invalidité, c'est un 25 000 qui vous couvre. Est-ce que c'est suffisant? On le verra plus tard. D'un point de vue assurance maladie dentaire, on n'avait pas de note à cet égard. Il n'y avait sûrement pas de collectif, donc petite entreprise, à voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, votre situation actuelle, on voit le niveau de vie actuel, c'est 75 000 après impôt. Et puis, le niveau de vie que vous désirez à la retraite, en fait, c'est 100 de votre revenu actuel. Donc, c'est les chiffres qu'on a utilisés pour faire nos prédictions. Au niveau de vos placements, donc, par véhicule de placement, vous avez environ 85 de vos placements qui sont présentement dans un REER, un 6 dans un compte chèque et le reste dans un non enregistré personnel. Donc, on n'a pas inclus ici le compte non enregistré de la société de gestion. Au niveau de votre répartition d'actifs, donc revenus fixes et actions, vous avez mentionné dans le cas que vous êtes un profil modéré, dynamique. Donc, on voit que pour le moment, avec tous vos actifs, vous avez 67 d'actions et 33 de revenus fixes. Donc, on va parler un petit peu plus tard de comment on va essayer d'adapter ça à votre profil. Donc, pour la stratégie, le mandat qu'il fallait qu'on complète, c'était de réorganiser la situation personnelle et de l'entreprise de Louisa. Pour faire ça, on a été capable de faire une stratégie via une solution parfaite. C'est quoi la solution parfaite? C'est une solution à 5 vagues. Premièrement, le portefeuille. Deuxièmement, l'assurance, la retraite, la fiscalité et finalement les actifs et les aspects légaux.
Donc, comme je parlais un petit peu plus tôt, au niveau de l'implantation, de la solution qu'on veut offrir en fond pour changer vos placements, on va essayer de prendre tout ce qui est dans les comptes non enregistrés pour aller vers le CELI, pour profiter en fait des avantages fiscaux du CELI. Et on va aussi prendre ce qui est dans le compte chèque pour aller dans le CELI, parce qu'on a vu que vous avez une marge de crédit, donc au niveau des liquidités, des besoins de liquidité à court terme, si jamais vous avez des besoins, vous pouvez utiliser la marge en cas de besoin. Sinon, pour la répartition d'actifs, revenus fixes, actions, on pense qu'avec votre profil modéré dynamique, on peut aller jusqu'à 75% d'actions et 25% de revenus fixes. Donc, on va essayer d'ajouter un petit peu d'actions dans la société de gestion, parce que la société de gestion, en fait, ça apporte des gros avantages pour les gains en capitaux. Il y a un compte dans la société de gestion qui s'appelle le compte de dividende en capital, désolé, qui permet des grands avantages. Donc, en fait, ça permet de verser un dividende de vous verser un dividende, en fait, sans payer d'impôts sur les gains capitaux. Au niveau de la question dividende contre salaire, vous posez cette question-là. Donc, se verser un dividende, il y a un avantage au niveau du taux d'imposition. Le taux d'imposition est moins élevé pour les dividendes que pour les salaires. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que les salaires, vous pouvez les déduire, vous pouvez les mettre comme une charge dans votre entreprise. Donc, ça, c'est un gros avantage pour vous qui avez une entreprise. On pense qu'à votre niveau de revenu actuel, vous avez une bonne balance en ce qui est des dividendes et du salaire. Donc maintenant, par rapport à l'invalidité, si demain, justement, vous devenez invalide, qu'est-ce qui arrive à vos sources de revenus familiales? Qu'est-ce qui arrive à l'entreprise? Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est une couverture invalidité de 25 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est 33 % de votre salaire. Est-ce que ça serait suffisant pour garder votre train de vie? Est-ce que ça va couvrir toutes vos dépenses? On ne croit pas. Ce qui est recommandé, c'est plutôt un 70 % de votre salaire. Donc ça équivaudrait à un 50 000 $, ce qui ne serait pas tout à fait assez pour maintenir votre train de vie. Par contre, on ne peut pas non plus, l'assurance invalidité, ce n'est pas un moyen de s'enrichir, donc c'est normal que ce soit moindre que votre revenu actuel, qui est de 75 000 $. Donc, au niveau de l'assurance invalidité, en fait, ce qu'on recommande, c'est d'augmenter la valeur de la couverture, donc augmenter finalement les prestations dans l'éventualité où vous en auriez besoin. Également, s'assurer d'un délai de carence assez court, donc on ne voudra pas attendre des semaines et des semaines avant de toucher l'argent. Puis finalement, ce qui serait recommandé dans votre cas, spécifiquement puisque vous êtes entrepreneur, ce serait de choisir une police avec garantie de renouvellement ou irrévocable. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, à chaque année, si votre état changeait, l'assureur ne pourrait pas revenir en arrière puis modifier en fait votre police. Donc, ça vous garantit que la couverture que vous prenez aujourd'hui va rester dans le temps. Au niveau de l'assurance vie, donc si vous décédiez demain matin, est-ce que la couverture est suffisante? Donc, on a une temporaire 20 ans de 400 000 $. Est-ce que c'est assez pour payer la charge fiscale liée à la vente des entreprises, puisqu'elle serait présumée au décès? Est-ce que c'est suffisant pour un legs pour Anna? Il y avait mention de vraiment gâter Anna de son vivant, tandis que là, si vous quittiez, en fait, Anna n'a que 15 ans. Donc, comment est-ce qu'elle va vivre, payer ses factures, tout ça? Est-ce qu'on veut quand même laisser un leg, justement? Il y avait plutôt mention là, de profiter du présent, mais peut-être que ça pourrait être intéressant dans le cas où ce serait assez subi. Donc, on a l'option de garder la temporaire 20 ans de 400 000 $. Par contre, comme on l'a dit, elle vient à échéance assez bientôt, ce qui fait que de 58 à 60 ans, un peu avant la retraite, vous ne seriez pas vraiment couvert. Donc là, il n'y a aucune assurance. Si l'entreprise vous décédez, qu'est-ce qui arrive? Vraiment, il y a un petit gap aussi à ce niveau-là où il manque de couverture. Sinon, on pourrait souscrire à une permanente. Par contre, encore là, les besoins, ce n'était pas nécessairement mentionné que vous vouliez laisser un leg. Donc, est-ce que la permanente est vraiment quelque chose d'envisageable ou on irait plutôt avec une grande viagère pour vos besoins à vous, mais pas pour laisser un héritage? Donc, ce qui nous amène finalement à peut-être souscrire à une T15 transformable. Donc, effectivement, à partir de 40 ans, les primes augmentent de façon considérable. Vous avez 48 ans. Par contre, si on considère que vous êtes en bonne santé, que vous avez un métier pas très à risque, ça pourrait être quand même intéressant de peut-être réessayer. La T15, un peu moins fréquente que la T10 ou la T20. Par contre, elle vous permettrait de couvrir justement jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, c'est là l'avantage d'avoir une 15 ans. C'est vraiment pour couvrir vos besoins, pour protéger le revenu, protéger vraiment les actifs à l'heure actuelle jusqu'à la retraite. Donc, la transformable aussi pourrait vous permettre, effectivement, c'est un avenant supplémentaire qui va être inclus dans vos primes, un peu plus élevé que s'il n'y avait pas l'option de transformation. Par contre, si vous changez d'idée et que vous vouliez laisser un leg à Anna, vous auriez encore la possibilité, sans avoir à fournir de preuves d'assurabilité. Donc, ce serait vraiment un gros avantage si vous décidez de laisser un leg à votre fille.
Donc, c'est ça. À 40 ans, les primes augmentent considérablement. Vous avez 48. Il n'est pas trop tard pour y voir. Donc, on est rendu à la partie stressante un peu de ce rendez-vous. Est-ce que vous allez être capable de survivre à votre retraite? Ben, félicitations. La réponse est oui. On a été capable de faire en sorte de faire un plan de décaissement qui réalise tous vos besoins, ainsi de laisser une somme considérablement à votre payable. Comment on a fait? Ben, premièrement, on a pris comme hypothèse que vous allez prendre votre retraite à 60 ans, on en a discuté. Vous allez prendre votre RRQ à 60 ans et que vous allez vendre votre entreprise lorsque vous allez prendre votre retraite. Tout ça sur un taux d'inflation de 2 %. À 70 ans, vous allez prendre votre PSV et finalement, ben, votre espérance de vie, ça va aller jusqu'à 95. Donc, nous avons conclu que vous allez vendre à peu près votre entreprise à 2,35 millions. Il y a une exonération importante, vraiment intéressante que vous pouvez avoir, de 800 000 par particulier. Et vous pouvez utiliser Anna, puisqu'elle veut devenir ingénieure aéronautique, puis elle ne planifie pas vraiment faire l'entrepreneuriat. Vous pouvez prendre son exonération à vie pour faire 1,6 million qui n'est pas imposable. Donc, avec ce 1,6 million non imposable, on va maximiser votre CELI pour que dans le futur, tous les gains futurs dans l'intérêt, gains en capital ou dividendes vont être non imposables aussi. Et de plus, avec tout l'excédent de ce 1,6 million, on va pouvoir acheter une rente viagère, une perpétuité pour pouvoir subvenir à ses besoins dans le futur. Finalement, pour tout ce qui est imposable, autre que ça, donc un 750 000, on va pouvoir le mettre dans la société de gestion pour être capable de différer les impôts. Donc, vous avez mis 55 000 dans les REER de ce temps-ci. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On planifie pas comment le sortir, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est à 71 ans, il va falloir le transformer en fer. On a été capable de calculer qu'avec 4,05 d'intérêt, qui est votre modèle de risque, vous allez avoir 137 066 lorsque vous allez arriver à 71 ans. On a été capable de faire une devise de combien vous allez retirer minimalement par le fer annuellement. Donc, on va prendre ça en compte pour combien vous allez avoir besoin pour chaque année dans votre. Donc, une partie importante qu'on a dit, c'est Anna, elle veut devenir ingénieure aéronautique, ça coûte beaucoup d'argent aller à l'université, on va aussi trouver un plan pour être capable de régler tous ces problèmes, pour pas qu'elle soit tout seule lors de ce processus. L'affaire intéressante, c'est le régime épargne enregistré épargne-études. Les années de cotisation, présentement, elle a 15 ans, vous pouvez cotiser jusqu'à temps qu'elle ait 17. Et on veut à peu près qu'elle ait assez d'argent pour passer à travers tout son temps de l'université. Donc, durant la première année, elle pourra cotiser 10 000 durant la deuxième année, encore un autre 10 000 plus elle aura les subventions qu'elle va recevoir. Le bonus de tout ça, c'est le 10 000 que vous allez cotiser sont déductibles d'impôts. Donc, tout l'excédent, vous avez dit, vous avez un excédent de 1 000 mensuellement, au moins vous allez pouvoir enlever ça de vos impôts et payer moins cher. Donc, qu'est-ce qui va être les subventions? Plus vous n'avez jamais cotisé dans le passé, vous avez le droit à une année précédente de cotisation, donc 20 sur le premier 2 500. Dans la première année, vous allez recevoir 20 de 5 000, donc 1 000 de subvention, alors que la deuxième année, vous allez recevoir 20 de 2 500, donc 500 $. Le total va être 1 500 et elle va avoir 21 500 plus tous les intérêts qu'elle va faire dans ce compte, qui est aussi non imposable. Vous avez parlé que vous voulez acheter un chalet en 2021. Qu'est-ce que nous, on vous suggère de faire? Vous pouvez prendre un taux hypothécaire qui sont de ce temps-ci à peu près 3 vous avez de l'argent, vous avez la liquidité pour le payer en entier, mais ce n'est pas vraiment recommandé puisque vos placements font plus que le taux hypothécaire. Par contre, il serait recommandé de mettre une mise de fonds d'au moins 20 que dans ce cas-là, c'est 90 000 puisque le total, c'est 450 000 parce que vous allez éviter les assurances préhypothécaires SCHL. Donc, vous avez parlé un peu de votre testament. Je voulais savoir un peu plus en détail c'est quel type de testament. Si c'est un testament notarié, ça va être parfait parce que c'est celui qui est le plus sécure. Sinon, pensez peut-être à le transformer pour éviter tous les problèmes lors de votre décès. Vous pensez à faire un mandat en cas d'inaptitude? Ça serait assez utile en cas où que vous ne pouvez pas vraiment répondre à vos besoins et que vous n'avez rien. Il est important de prendre en compte que quelqu'un va s'occuper de vous et il va avoir le pouvoir au moins pour régler vos problèmes. Si oui, félicitations, sinon, pensez à le faire. Pour la convention d'actionnaire, même si vous êtes le seul un actionnaire unique, qu'est-ce qui se passe si vous décédez? Est-ce que vous avez mis en place une situation pour ce cas? Est-ce que vous allez vendre l'entreprise, le donner à Anna? D'autres choix. C'est important à penser. Finalement, Anna a 15 ans. Si vous décédez bientôt, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces actifs? Vous pensez à une fiducie testamentaire? Une fiducie testamentaire, c'est une relation entre une fiducie et vous.
et que cette personne-là va gérer vos actifs lors de votre décès jusqu'à temps qu'Anna est prêt à les recevoir. Les utilités de ça, bien, ça protège contre les créances. On espère que vous n'allez pas mourir bientôt, évidemment, mais si elle devient un peu plus vieille et elle va avoir des créances, au moins ça, c'est protégé. Deuxièmement, ça donne des actifs à des enfants et ça assure qu'elle va les dépenser aux bons endroits. Et finalement, bien, ça allège la facture fiscale puisqu'elle peut les enlever quand elle en a besoin. Donc, quel est l'horizon à considérer dans le futur, en fait? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, pour l'instant, vous avez 48 ans. Vous prévoyez acheter un chalet l'an prochain. Donc, ça, c'est sûr que c'est un gros achat qui va faire une grosse différence sur votre planification financière. À 60 ans, vous désirez prendre votre retraite, peut-être un déménagement et une vente d'entreprise. Et à 95 ans, donc, on a fait votre plan pour votre espérance de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour une deuxième rencontre? On aimerait ça se rencontrer d'abord pour la stratégie avec la maison. Est-ce qu'on va la garder? Est-ce qu'on va la léguer ou la disposer? Ensuite, on aimerait ça préparer une fiducie testamentaire comme on a parlé un petit peu plus tôt. Revoir les polices d'assurance, voir pour le testament et le mandat d'inaptitude qui est très important d'être fait le plus rapidement possible et revoir la répartition des actifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en gros de la présentation? 4 gros points. Donc, il y a une exonération importante de gains capitaux que vous pouvez aller chercher sur la vente d'entreprise. Vous pouvez aussi revoir vos polices d'assurance pour qu'ils soient plus adaptés à vos besoins. Et augmenter les actifs enregistrés, donc prendre les comptes non enregistrés vers les actifs enregistrés pour bénéficier de tous les avantages fiscaux. Et bien sûr, la cotisation à 1 réel pour votre... Donc, si on vient globalement sur notre mandat, encore pour le rappeler, c'était vraiment de réorganiser votre situation financière, tant personnelle que d'entreprise. Donc, d'un point de vue personnel, on avait tous les enjeux liés à l'entrepreneuriat, au fait que vous avez une entreprise, tout ça. Donc, le risque d'être entrepreneur, risque d'être la seule chef finalement à la tête de ce groupe-là. Donc, c'est une source de revenus assez importante. S'il y avait quoi que ce soit, ça pourrait être dommageable finalement pour l'entreprise et pour votre famille. Également, il y avait tous les gros investissements dont on a parlé, donc l'achat d'une deuxième clinique, l'achat d'un chalet, au niveau de la maison, voir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que vous voulez la vendre, disposer, léguer, donc à voir. Puis au niveau d'Anna, donc c'est vraiment d'assurer son futur aujourd'hui, qu'elle soit heureuse, que vous mainteniez votre niveau de vie, mais également que dans le futur, elle puisse poursuivre des études postsecondaires. Donc nos objectifs, c'était vraiment de transférer le risque. Donc on a revu les polices d'assurance vie, à savoir qu'il y avait un 2 ans où vous n'étiez pas couverte avant la retraite, donc assez important. On a également revu au niveau invalidité, le salaire que vous aviez comme couverture n'était pas suffisant vraiment pour garder votre niveau de vie. Donc ça, on vous propose vraiment de revoir ces 2 polices-là. Également dans la planification de tout ce qui est stratégie d'expansion, on ne l'a pas mentionné, mais lorsque vous allez ouvrir la deuxième entreprise, sûrement qu'il va falloir avoir recours à un prêt. Donc effectivement, on sait qu'il y avait des surplus dans la société de gestion, dans la première clinique. Par contre, l'assurance vie que vous contracteriez par la suite pourrait également servir de nantissement sur prêt pour l'achat de la deuxième clinique. Donc ça peut être très intéressant également. C'est des charges qui peuvent être déductibles aussi d'entreprise, donc dans les frais d'exploitation, ça se prend bien. Sinon, pour supporter les projets d'Anna, on l'a mentionné, le REEE, bien que l'âge d'Anna est assez avancé, il n'est pas trop tard pour cotiser. Le gros avantage concrètement demain, c'est la diminution de votre revenu imposable, mais également les subventions qui peuvent être assez intéressantes, même s'il ne laisse pas de grande année pour croître et fructifier. C'est un bon début. Donc vraiment, on est allé avec une solution parfaite qui touche à 5 volets. Donc le placement, portefeuille, les assurances, la retraite, fiscalité, tout ce qui est actif, aspect légaux. Donc vraiment, on a couvert tous les aspects allant du testament au mandat d'inaptitude. C'est pourquoi on aimerait une deuxième rencontre aussi pour faire le point, s'assurer que tout est répondu, vous n'avez pas de questionnement, puis c'est vraiment la solution optimale. Donc on a beaucoup d'enjeux à voir et on est très heureux de voir le futur avec vous. Puis on espère que ça répond à vos objectifs de retraite. Donc nous sommes CMT Conseil, ouverts à répondre à vos questions. On va maintenant passer à la période de questions. Je voudrais savoir, pour l'entreprise, vous avez mentionné qu'on peut avoir accès à l'exonération de capital. Ça semble quand même intéressant, mais comment est-ce que ça fonctionne? Ça, si on veut une entreprise. Pour qualifier, premièrement, vous devez avoir les actions d'entreprise. C'est un 800 000 par particulier.
que n'importe qui dans la famille peut faire partie. C'est une fois dans la vie, donc si vous l'utilisez une fois, vous ne pouvez jamais l'utiliser, donc il faut être sûr de ne pas juste prendre l'exonération des autres personnes. Puis c'est ça, vous pouvez faire la demande dans vos impositions, puis c'est contre les gains en capital, donc c'est un 800 000 contre sur les gains en capital. Est-ce que mon entreprise actuelle se qualifierait pour... Présentement, oui. Merci. J'ai une question. C'est sûr que vous avez fait ça, merci pour votre présentation, mais vous aviez juste 20 minutes, donc ça a été... vous avez parlé de dividendes. Moi, je me paye une partie, j'ai 75 000 de revenus. Vous avez parlé de dividendes, des salaires. Avec les changements qu'il y a eu, on m'a entendu parler. Là, moi, je suis un client potentiel, mais on m'a dit qu'il y avait eu des changements. Est-ce que c'est encore bon d'avoir un split dividende-salaire à 75 000 de revenus ou sur tout me payer en salaire? Je sais que vous m'avez mentionné que le salaire est entièrement au-dessus de mon revenu. En fait, vu que votre revenu en ce moment, votre salaire est de 75 000, donc vous avez un salaire 45 et 30 dividendes, vous pourriez augmenter un petit peu votre salaire puisque votre taux d'imposition est assez bas pour aller chercher la déduction, en fait, pouvoir déduire les frais de salaire dans votre entreprise. Mais on pense que votre balance en ce moment est quand même bonne si vous allez avoir des plus grands revenus avec en retirant vos placements plus tard. Environ cette balance. Okay. Vous suggérez de prendre la retraite à 60 ans. Pour quelle raison exactement? Parce que je sais que normalement, si je la devance à 60 ans, ma rente va être imputée un petit peu. Donc, pourquoi j'attends 60 plutôt qu'à 65 ans? Oui, bien présentement, la RRQ, si vous le prenez à 60 ans, vous allez à peu près avoir 66 de si vous le prenez à 65 ans. Puis vous pouvez le prendre tout de suite, puisque ça serait juste une autre somme que vous pouvez recevoir en plus. Vous allez avoir les rentes, évidemment, donc vous allez avoir une imposition, mais avec l'argent de surplus, vous pouvez toujours vous acheter des choses. On sait que présentement, vous travaillez très souvent, vous avez 4 jours par année de congé, quasiment une semaine. Donc, avec cet argent de plus, vous pouvez peut-être vous gâter un peu plus. On est assez flexible avec votre retraite quand on est capable de le prendre à 60 ans à la place d'attendre à 65. J'ai une petite question. Pour financer ma deuxième entreprise, la deuxième clinique, qu'est-ce que vous me conseillez en priorité? Est-ce que je peux le faire financer quelque part? Oui, bien effectivement, c'est sûr qu'avec l'assurance vie aussi que vous contracteriez, ça va servir d'un bon nantissement sur prêt. Donc ça va être très intéressant pour les institutions financières pour vous prêter. Également, dans vos actifs actuels, d'un point de vue financier, il y avait vraiment un surplus de la première clinique qui était prévu pour être utilisé pour l'ouverture de la deuxième. Donc c'est sûr qu'avec aussi votre chiffre d'affaires, la valeur des cliniques, vous seriez une très bonne candidate là, pour souscrire à un prêt. L'assurance vie va vraiment garantir le prêt, donc ça, il n'y a même pas de crainte à avoir. Puis, tout ce qui resterait à faire, finalement, c'est de valider le coût de l'achat de la deuxième clinique, moins le surplus que vous avez actuellement. Ça va donner la valeur du prêt que vous devriez contracter pour ouvrir la deuxième succursale. Merci. Une question par rapport au régime épargne sud pour financer les études de l'ANA. Pourquoi mettre 10 000 par année? Présentement, on mettrait 10 000 par année parce qu'on peut investir jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, puis on veut essayer de maximiser vraiment qu'est-ce qu'elle peut recevoir. En plus, que présentement, vous nous avez dit que vous avez à peu près 1 000 $ mensuels de surplus que vous pouvez investir. Donc, vous avez l'argent liquide de pouvoir investir. Tant qu'à faire, on va pouvoir baisser votre imposition, votre taux d'imposition, à cause que cet argent-là, quand vous le mettez dans le régime épargne études, il est déductible d'impôt. Donc, ouais, quand même. Okay. Puis la subvention sur le 10 000 au moment? Non, exact. La subvention, c'est sur le premier 2500 que vous allez mettre, mais puisque vous n'avez pas mis l'argent dans les années précédentes, vous pouvez prendre au moins une année de plus précédente. Donc, ça serait sur le premier 5 000, 20% sur le premier 5%. Exactement. Merci. Je vous donne une dernière petite question. Vous m'avez parlé que moi, je voudrais prendre une rente viagère, sachant que on m'a dit que c'était irréversible. Malheureusement, c'est terminé, désolé.